Arts, une série qui est produite par le Conseil des diplômés de la Faculté des Arts, le Bureau des diplômés de l'UQAM et la Faculté des Arts afin de donner la parole à la relève artistique sur des sujets variés d'actualité dans le domaine des arts. Je remercie Barbara Clausen, la vice-doyenne à la recherche et à la création, pour la programmation scientifique de ces événements, de même que Maë Oustaros et Chloé Stouvenel pour leur soutien logistique. Notre modératrice ce soir est Ginette Prévost, qui est chorégraphe, diplômée de la maîtrise en danse et chargée de cours au département de danse, où elle enseigne tant des cours de pratique que des cours de production et de mise en marché d'événements artistiques. Ginette est très active dans les milieux culturels au Québec et à l'étranger, et elle a en effet à son actif de nombreuses réalisations d'envergure. Je suis Joanne Lalonde, la doyenne de la Faculté des Arts. Je vous souhaite la bienvenue ce soir et je cède la parole à Ginette. Merci, Madame Lalonde. Alors, bon après-midi à tous. Nous sommes en fin d'après-midi. Alors, je vous explique un petit peu. Alors, tous bienvenue à cette deuxième table ronde qui s'intitule « Le cinquième mur, l'art en direct, entre action et diffusion ». Je vous explique un petit peu le déroulement de notre séance, de notre table ronde. Dans un premier temps, nous avons 4 invités diplômés de différents départements et écoles de la faculté. Dans un premier temps, les diplômés invités ont comme quelques minutes pour faire la présentation de leur parcours et également de se présenter comme tel. Donc, les invités aujourd'hui, il s'agit de William Durbeau, qui est diplômé de l'École supérieure de théâtre, Francis Sawincy, excuse-moi, qui est diplômé du doctorat en études et pratiques des arts, Jessica Pilon-Pinette, qui est diplômée du département de musique, et Dana Serene Barrera, qui est diplômée du département de danse. Nous allons leur accorder chacun du temps pour se présenter. Et j'aimerais simplement indiquer qu'il va y avoir des liens Internet qui vont être dans le clavardage, qui vont être positionnés dans le clavardage qui vont mener à leur réalisation artistique ou à leur projet en cours, donc pour avoir plus d'informations sur ces invités. Dans un deuxième temps, chaque invité dispose d'une période pour s'exprimer sur cette thématique de la table ronde aujourd'hui, donc particulièrement sur l'impact d'outils de communication numérique tels que Zoom, Facebook, Instagram, Teams sur leurs pratiques de recherche et création dans le domaine des arts vivants. Il y a des questions qui ont été lancées. Donc, quelles nouvelles opportunités ou freins ces outils ont-ils générés au quotidien? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour interagir avec vos publics, justement en temps de COVID que nous vivons actuellement et qui est une période très nébuleuse pour les arts vivants? J'inviterai les personnes qui sont présentes avec nous, s'ils ont des questions à poser, de les poser dans le clavardage. Nous en avons accès, nous pouvons les voir. Et on a une période de questions, donc la période de questions en finale de cette table ronde, où je pourrais poser des questions aux artistes invités. Alors voilà, donc je pense qu'on peut démarrer maintenant. J'inviterai William à faire sa présentation, donc à se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici, tout d'abord. Je pense que c'est important de le dire. Moi, en fait, en termes de parcours, pour être très bête, j'ai fait, pour commencer, un bac en études théâtrales à l'UQAM. Donc, en théâtre, dans le profil études théâtrales, qui a été suivi par une maîtrise en théâtre, également à l'UQAM, qui a été faite sous la direction de la professeure Angela Conrad, et qui s'intéressait aux monstres et à l'image dans 2 textes d'Olivier Chouanière. C'était vraiment un mémoire de recherche, donc moi, je suis plus du côté de la recherche que du jeu. Je ne suis pas acteur, grand Dieu, au grand jamais. Et donc, voilà, j'ai vraiment un parcours de recherche
Parallèlement à ces études-là, j'ai commencé à travailler dans le milieu théâtral montréalais comme assistant à la mise en scène, régisseur et dramaturge, principalement auprès d'Angela Conrad et La Fabrique, avec elle j'ai fait pas loin d'une dizaine de productions, dont Macbeth à l'usine C, Platonov, Amour, Reine et Angle mort au Théâtre Prospero. Bon, il y en a eu plusieurs. Puis j'ai également travaillé pas mal auprès de collègues étudiants et étudiantes de la maîtrise en théâtre, principalement comme dramaturge, afin de les épauler dans leur recherche. Moi, c'est quelque chose que je considère vraiment super important de poursuivre le processus de recherche, même quand on est praticien. Je ne me verrais pas en fait faire de la pratique qui n'est pas liée d'une manière ou d'une autre à de la recherche. Donc ça, c'est très rapidement ce que j'ai fait à l'UQAM. Maintenant, pour être dans le contemporain, l'immédiat, le présent, je suis étudiant au doctorat en communication à l'Université d'Ottawa et je m'intéresse à la ludification des pratiques théâtrales contemporaines, c'est-à-dire ces spectacles qui font jouer le spectateur plutôt que de le faire contempler les œuvres. Donc, en bref, ça, je pense que c'est dire très rapidement et très bêtement qui je suis. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Je passerai la parole à Francis, si tu veux bien te présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Francis O'Shaughnessy. J'ai été diplômé au doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM en 2016, si je ne me trompe pas. Et moi, j'étais spécialisé en performance. Donc, j'ai écrit une thèse sur le haïku performatif, qui est une proposition artistique en vue du dépassement de la lettre d'amour. Donc, moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'était vraiment arrimer l'art performance puis l'amour idéalisé ensemble pour créer des propositions. Et puis, par la suite, je suis performeur. J'ai été chanceux, j'ai pu faire plusieurs prestations un petit peu partout, autant ici qu'à l'étranger. Je suis aussi organisateur, donc j'ai organisé des événements dont Art Nomade, Rencontre internationale d'art performance. C'est un événement qui a lieu au Saguenay à tous les 2 ans, une biennale. Je donne aussi des ateliers d'art performance, donc à des étudiants, à des artistes émergents et professionnels. Puis, depuis peu, je suis professeur en arts visuels au Cégep Marie-Victorin. Donc, pour me présenter rapidement, c'est ça. C'est ça. Comme je le disais d'entrée de jeu, vous avez quand même des parcours fort intéressants. Donc, en un si court laps de temps, de se présenter, c'est quand même exigeant, mais un exercice. Jessica, c'est à ton tour. Oui, allô, moi c'est Jessica Filon-Pinette. Donc, je suis là, je suis musicienne. En fait, c'est difficile un peu de me catégoriser parce que je joue autant de la flûte traversière, donc je suis autant interprète que je suis dans la recherche, donc je suis aussi musicologue et mon parcours académique jonche un peu ces deux disciplines-là. Par contre, ce qu'on trouve qui se dessine un peu au 21e siècle, c'est un peu le statut du musicien artiste-performer, où on voit l'interprète qui est un peu un touche-à-tout et qui va autant faire des recherches sur sa propre pratique que faire des recherches musicologiques, que composer, que de développer des instruments. Donc, je m'axe un peu là-dedans. Donc, je suis flûtiste, musicienne, musicologue. C'est à vous de prendre la sphère qui vous convient. Mon petit parcours, brièvement, j'ai fait mon baccalauréat en flûte traversière classique à l'UQAM en interprétation, je me suis vraiment concentrée sur les musiques des 20 et 21e siècle, donc ce qu'on peut appeler grosso modo la musique contemporaine. Et aujourd'hui, je fais présentement une maîtrise à l'Université de Montréal sous la direction de Jonathan Goldman. Et en fait, mon mémoire va s'appeler L'oreille haptique, esthétique et paradigme des musiques de la sensation. Donc, c'est vraiment un mémoire qui tient à développer un peu ce qu'on appelle la musique de la création, mais un courant que je vais dégager, que j'appelle haptique et que, en fait, c'est un concept que j'emprunte au philosophe Gilles Deleuze. Donc, c'est un peu pour donner un bref aperçu de mon parcours assez pluridisciplinaire. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Maintenant, Dana.
Bonjour, moi c'est Danae Serine Barrera. Je suis diplômée du département de danse de l'UQAM. Je viens en fait de recevoir mon diplôme en 2020, donc c'est tout récent. Je suis aussi récipiendaire de la bourse et du prix William Douglas pour l'année 2020 également. Suite à la fin de mes études, j'ai décidé de m'envoler à Paris, donc découvrir l'Europe, le vieux continent. Et donc, depuis fin juillet 2020, je suis à Paris. À la base, je venais pour faire un stage en danse contemporaine au sein de la compagnie Orient Theater Dance Company, pardon. C'était une formation professionnelle intensive. Avec tout ce qui s'est passé, la COVID, la fermeture des frontières, j'ai décidé de rester ici sur Paris, voir un peu ce que peut m'apporter la ville, le pays et le continent en général. Sinon, je devais également partir en Israël pour suivre une formation intensive de 5 mois au sein de la compagnie Kibbutz Contemporary Dance Company. Malheureusement, ça a été reporté à septembre 2021. Donc, j'ai tout de même décidé de rester à Paris pour la suite. Et voilà, donc pour l'instant, c'est ça. Et voilà. Donc, j'ai grandi en tant qu'interprète. Donc, je ne suis pas trop dans la création ni la recherche, mais ça va probablement s'en venir avec la suite. Merci. Merci, Dana. Alors, comme vous le constatez, c'est 3 parcours différents, chacun dans la discipline artistique dans laquelle ils évoluent. Alors, c'est très, très intéressant de pouvoir, justement, avoir leur point de vue de ce que nos diplômés vivent actuellement et dans les questions qui sont posées. Donc, d'emblée, on peut revenir peut-être à William pour un peu, si tu peux élaborer justement par rapport aux outils qui sont en place. Et d'autre part, quelles sont tes stratégies à toi dans la formule, en fait, dans le parcours que tu vis pour passer au travers, justement, et permettre justement de soutenir la chaîne création, production, diffusion. Alors, puisque les arts vivants, la place au corps est un peu moins présente actuellement. Alors, vas-y, William. Oui. Tout d'abord, c'est sûr que moi, de mon côté, ayant un rôle plus satellitaire, entre guillemets, dans les productions, c'est-à-dire que comme je ne fais pas de la conception et que je ne joue pas sur scène, je gravite plus autour des concepteurs, du metteur en scène, de l'auteur ou de l'autrice quand il y en a un ou une. Puis donc, je sers un peu de relais. Donc, je suis moi-même un petit peu un outil de communication vivant. Donc, c'est sûr que de base, je suis amené déjà à utiliser beaucoup les outils de communication numérique. C'est un des outils de base de mon travail. Donc, à ce niveau-là, je dirais que comme ça faisait déjà partie de mon travail un peu, la pandémie n'a pas eu d'impact si significatif que ça à ce niveau-là. C'est-à-dire que Facebook, j'utilisais déjà ça, on utilise ça de manière complètement récurrente, soit pour faire des suivis de discussion, quand on veut faire des rencontres plus informelles, qu'on ne veut pas caler une réunion de conception de manière directe, ben on s'écrit sur Facebook, ça tient de la base. Je pense que tout le monde fait ça aujourd'hui. Je pense que c'est un outil qui est vraiment intégré. Donc, je ne m'attarderai pas vraiment sur ça. Là où je trouve mon parcours plus intéressant, peut-être, c'est que à cause de mon travail, j'ai été amené à utiliser des outils d'archivage comme outil de communication. C'est-à-dire que si on considère normalement les OneDrive, les Google Docs, tous ces outils-là comme des outils pour archiver du matériel plutôt que pour communiquer. Dans mon cas, ça a été vraiment une manière de communiquer. On voyait un texte, moi je suis de mon bord, je vois le texte sur mon écran, puis par exemple, le metteur en scène ou l'auteur va être chez lui, chez elle, a le texte sur son écran aussi, puis on peut donc, avec des commentaires, se
parler, finalement, par écrit, sur le texte, ce qui est assez... enfin, je trouve que c'est une utilisation assez particulière de ces outils-là, qui n'est pas tellement documentée non plus. Donc ça, je pense que c'est une des choses intéressantes en lien avec ma pratique, le fait de pouvoir faire ça. Ça, c'est des choses qui sont quand même restées depuis la COVID. C'est sûr, la COVID, l'impact que ça a eu, le principal impact que ça a eu sur ma pratique, c'est de carrément tout retarder les productions. Donc, c'est sûr, depuis la COVID, j'ai été moins présent en salle de répétition, puis il y a eu moins de travail qui s'est fait que préalablement à la COVID parce que, ben, on le sait, les théâtres ont été fermés, les lieux de répétition ont vu leur accès un petit peu restreint, donc ça a été plus difficile à ce niveau-là. Mais il reste que toutes les fois où j'ai eu la chance, finalement, c'est quand même une chance puis un privilège, d'aller en salle de répétition, ces outils d'archivage-là dont je parlais ont vu leur importance décuplée. Dans le sens où le fait d'avoir accès à des locaux de répétition venait avec la contrainte de la distanciation. On ne peut pas être aussi collé qu'on l'était avant. On ne pouvait pas regrouper tout en un tapant les concepteurs puis le metteur en scène d'un côté de la salle puis mettre les acteurs de l'autre bord. Il fallait que tout le monde soit vraiment distancié. Ce qui fait en sorte que c'était plus possible pour moi de juste chuchoter quelque chose dans l'oreille du metteur en scène. Il fallait que je transfère ça d'une autre manière. Puis là, à ce moment-là, les outils comme Google Doc ont été utiles parce que, surtout quand on travaillait du texte, je pouvais à ce moment-là écrire des trucs, juste laisser des commentaires un peu n'importe où dans le texte, d'observations que je faisais ou de notes que je voulais laisser au metteur en scène sans nécessairement être entendu par les acteurs. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Google Doc est devenu un petit peu comme ce genre de jeu-là qu'on faisait quand on était enfant, où on écrivait sur des petits bouts de papier puis qu'on se passait ça dans la classe pour ne pas se faire voir par le prof. C'était un petit peu la même chose. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est un peu comme ça que les outils de communication numérique en sont venus à changer d'usage dans ma pratique, mais sinon, ils ont quand même conservé leur place vraiment centrale. Puis, c'est un de mes principaux outils de travail, en fait. Si pour les acteurs, le travail se fait sur scène, se fait avec un texte papier, pour moi, ça se fait à travers ces outils-là. Je ne pourrais pas m'imaginer travailler sans ça. Sinon, après, Zoom, ça a eu l'avantage aussi de permettre qu'on fasse des réunions de conception à distance. Puis là, ce qui était intéressant, c'est que, alors qu'auparavant, un concepteur arrivait en salle, arrivait à une réunion de conception avec des plans papier qu'il avait imprimés, ça retardait le travail, mais ça faisait qu'il ne pouvait pas travailler sur les plans en direct. Alors que là, en faisant des réunions de conception sur Zoom, ce que ça fait, c'est qu'avec la fonction de partage d'écran, par exemple, c'est arrivé souvent que le concepteur lumière ou le scénographe, machin, montre ou partage l'écran de son AutoCAD, de son logiciel de conception. Puis à ce moment-là, on pouvait faire la conception en live sans même être ensemble, ce qui est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans mes années de pratique avant que la COVID embarque finalement. Donc, ça, je pense, ça a été une des choses les plus inusitées puis les plus étonnantes pour moi avec ça, ces nouveaux usages-là, ces nouvelles possibilités-là qu'amenaient les outils de communication numérique. Après, ça amène les défis qui sont les leurs au niveau de la diffusion. Le théâtre, c'est un art de la présence. C'est quelque chose qu'on fait dans une salle. C'est pas juste voir un spectacle, c'est aller au spectacle aussi. Le fait de se rendre au théâtre, ça constitue une composante fondamentale du truc, ce qui fait que maintenant, il y a quelque chose qui se perd à ce niveau-là. On a beau se faire dire réinventez-vous, faites un virage numérique. C'est pas tout à fait équivalent de voir un show sur Internet puis voir un show en vrai. On n'a pas les odeurs, les sons ne se réverbèrent pas dans la surface, dans le lieu de la même façon, etc., etc. Donc, ça amène une autre temporalité, certainement, aussi au niveau de la diffusion, au niveau de la réception des œuvres. Je n'ai pas eu d'expérience de ça trop encore. Mais certainement, c'est quelque chose qui impacte de manière féroce mes collègues.
puis le milieu théâtral. Donc, je pense que j'en resterai à là pour l'instant. Question de pouvoir donner la parole aux autres. Après, de toute façon, on jase, on discute. Puis si vous avez des questions, puis si on peut creuser les différents aspects un petit peu après aussi. Voilà. Merci, William, de ce que tu expliques. Il y a quand même des aspects positifs compte tenu de la nature de ton travail et de la nature de ta profession. Et bien évidemment, on est plus dans la chaîne de la production, mais le lien que tu amènes par rapport à l'audience, justement, c'est jusqu'où on peut, maintenant, quels sont les outils, comment on les utilise pour pouvoir peut-être diffuser. Là, on arrive à d'autres contraintes puisque nous ne sommes plus en présentiel pour certains, pour les arrivants comme tels. Donc, il faut s'adapter. J'inviterais maintenant Francis à parler un petit peu, justement, nous souhaitons avoir ton point de vue sur les questions qui sont posées. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à cette situation de COVID? Bon, en fait, les outils en place, c'est sûr que... Attendez. Avant la COVID, là, je crois qu'il y avait vraiment déjà une baisse avec l'art performance là, depuis 2010, selon moi. Parce que je pense que comparativement aux années de gloire de la performance que moi j'ai connues, ce qui est entre 2000 et 2010, c'est sûr que la COVID n'a pas vraiment aidé. Il y a eu plusieurs tentatives là, pour faire survivre la performance avec des voies numériques et tout ça. C'est bien. C'est juste que moi, je ne suis pas très, très numérique dans la vie. Juste pour vous le dire, j'ai appris il y a 2 semaines sur Zoom à lever la main. Je ne savais pas comment faire. Donc, je ne suis pas trop là-dedans. C'est sûr que le principal problème de leur performance avec le format en ligne, c'est qu'on reste devant un public qui est passif, un public qui est inactif. Puis moi, ben, ma question que je me posais dès le début de la COVID, en fait, c'est est-ce qu'on veut passer plus de temps en ligne pour la culture, tu sais? Et puis, tu sais, moi, je n'ai pas de TV chez moi. J'ai l'impression que depuis que le début de la COVID, ben, les réseaux sociaux et Internet, c'est comme devenu le mal de vivre là, en 2020-2021. On a complètement oublié la vie. On est toujours assis devant nos ordinateurs. Donc, moi, c'est simple, c'est que j'ai complètement délaissé la performance durant 1 an. Donc, je me suis consacré dans une discipline, en fait, où je n'avais pas besoin de me poser des questions par rapport à la réception, en fait, du public. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Bien, parce que j'ai peut-être un trop grand amour pour le public, puis je trouvais que la diffusion en ligne, ça marquait en fait la faillite de l'expérience concernant l'œuvre d'art que moi, je présente normalement devant un public. Fait que je m'étais dit, quitte à être déçu, bien, j'ai investi dans une autre discipline. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des initiatives, en fait, d'autres personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux qui m'ont vraiment ravi. Juste pour vous en nommer un ou deux, en fait, je sais qu'il y avait Laurence Baudouin-Morin. Elle a proposé des activités performatives sur Instagram. Puis elle invitait les artistes puis le public à s'engager dans des actions. Donc, comme si elle voulait que le public devienne actif. Donc, elle insistait pour que le public ose vivre en dehors des réseaux sociaux, là, un court instant, en dehors de toute bureaucratie numérique. Puis là, finalement, qu'elle fasse que le public puisse faire une sorte d'action qui est délirante et qui revienne après sur les réseaux sociaux pour la présenter, soit par Instagram, par exemple. Mais ça a montré qu'il y avait plusieurs personnes qui suivaient ce mouvement-là, qui soutenaient ça, la performance. Puis, ben, dernièrement, je sais qu'il y a Johannes Demling et Monica Demling qui présentent un film là, qui va sortir demain, mais qui a été tourné pendant la COVID. Donc, on voit qu'il y a quand même des personnes qui ont essayé de continuer à créer, qui ont utilisé en fait des outils qu'ils avaient à leur disposition, donc numériques. Puis, ben, en même temps, c'est que c'est devenu en fait une chaîne de création, utiliser tout ça. Là. C'est tout.
Bien, merci, Francis. Alors, donc, toi, tu as pris une pause, évidemment, parce que la performance, c'est vraiment en direct avec le public, l'audience. Et quand même, il y a une constatation qu'il y a des alternatives qui sont comme engagées, qui sont maintenant effectuées par des artistes en performance pour aller chercher d'autres façons de pouvoir justement poursuivre. C'est vraiment très intéressant parce que ça stimule beaucoup, beaucoup. Il faut stimuler la créativité pour pouvoir au moins diffuser avec difficulté, mais en fait, ça demande la persévérance et croire à son art comme tel. Jessica, qu'est-ce que tu en dis, toi? J'ai juste vu qu'il y a une question dans le chat pour Francis, fait que peut-être le laisser terminer puis répondre à cette question-là avant que j'embarque. Si on veut comme rester cohérent avec le chat et tout, pas de prendre trop de Non, votre... c'est bien, merci. Euh, Alors, quelle est cette nouvelle discipline pour Francis? Il y a des curieux qui veulent te suivre. Comment je fais ça, là? En fait, je vois même pas le chat, là. Moi, en fait, la question, Francis, si tu Ah, m'entends, OK. c'est quelle est cette nouvelle discipline dont tu as parlé tout à l'heure, que tu as comme un peu, puisque tu dis que tu vas délaisser la performance et tu te consacres maintenant à une autre discipline. Ça interroge les gens qui sont en ligne. Ah, ben, c'est simple. Je me suis construit, en fait, une chambre noire chez moi, puis je fais de la photographie en collodion humide, qui est une pratique qui date de... qui est le premier principe, la première méthode de photographie qui date de 1850. C'est c'est ça ma nouvelle passion. En fait, c'est tombé dans tout le slow. On est dans le rapide avec le numérique à fond la caisse. Puis moi, j'ai décidé d'aller à contre-courant, aller faire quelque chose qui est complètement souterrain, dans mon sous-sol, en photo. Juste pour poursuivre avec justement Francis, il y a une autre question. Pourrait-on avoir les liens vers ces deux initiatives d'artistes que tu as découvertes? Donc, tu nous as parlé de deux artistes, justement, on en profite pour faire un petit peu de promotion et ça interpelle une personne en ligne qui souhaiterait avoir des liens ou plus des informations. Mais peut-être qu'on va pouvoir, en fait, je réponds à cette personne. C'est-à-dire on va tenter de justement recevoir toutes ces informations-là et pouvoir les acheminer ensuite, qui soient disponibles via la Faculté des arts et au bureau des diplômés. Ce serait possible, je pense. Oui, en fait, j'ai déjà envoyé les informations à Chloé. Donc, Parfait. elle va pouvoir les mettre peut-être dans la discussion ou quand la vidéo va être en ligne là, sur Facebook. Elle va sur... Parfait, c'est déjà fait, c'est reçu. Ça OK. va vite, hein, les technologies? Oui! Merci, Jessica. On reprend avec toi. OK, ben donc moi, en ce moment, la COVID-19 n'a pas eu énormément d'influence sur mon parcours parce que depuis un an, je subis un traitement orthodontique et bon, j'ai eu plusieurs interventions dentaires pendant comme plusieurs mois. Donc, j'ai dû mettre l'interprétation de la flûte traversière de côté, entre guillemets, parce que je continue à jouer pareil, mais d'un point de vue plus professionnel, là, je ne pouvais pas avec toute ma situation dentaire. Donc, je suis allée en recherche pour ça. Mais par contre, d'un point de vue général, ce que je peux constater, moi, c'est qu'au niveau des musiques contemporaines, bon, on avait déjà pris un peu de l'avance sur la situation actuelle en musique du point de vue de la pandémie. C'est-à-dire que les diffusions numériques, ce genre de choses-là, travailler avec des technologies digitales, bien, on avait déjà comme un bon pied là-dedans. Par contre, ce que je vois d'un point de vue général dans les musiques, quoi que ce soit, c'est que ça vient un peu banaliser un peu ce fait-là de pouvoir écouter enfin une prestation, un concert dans une grande salle, mais dans le confort de son foyer. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique parce que je pense qu'à chaque musique, son contexte. Puis je pense qu'il y a des moments où on a envie d'écouter une grande symphonie dans une grande salle de concert, puis d'en vivre toute l'expérience acoustique, etc. Puis il y a des moments où on a juste envie d'écouter pour vivre l'expérience, mais genre en quelque chose d'un peu plus décontracté. Donc, pour moi, ça vient un peu désacraliser un peu tout ça. Puis je pense que c'est une bonne chose d'un point de vue très personnel. Je ne suis pas non plus très fataliste, donc je n'ai pas peur que la situation qu'on vit présentement avec la diffusion actuelle des musiques devienne l'absolu de l'avenir, puis que ça soit que ça. Je pense que la musique de concert va toujours exister. Je pense aussi qu'elle va toujours garder sa pertinence parce qu'il y a énormément de créations qui sont faites justement
en travail direct avec une salle, avec l'acoustique. En plus, il y a énormément de recherches du point de vue de l'acoustique, genre de choses qui se développent au courant des dernières décennies. Donc, c'est toutes des sphères. Pour moi, je n'ai pas énormément de peur. J'étais assez positive dans toute cette situation-là. Du point de vue de la recherche, de mon expérience musicologique, je vois vraiment plein de belles choses. Maintenant, il y a énormément de conférences sur des sujets un peu plus marginaux, ou même comme très populaires, mais qui sont donnés dans des universités à des kilomètres et des kilomètres de chez nous. Mais maintenant, ils sont accessibles. Tu as juste besoin de t'inscrire sur un lien, puis tu peux y aller. Le seul compromis à faire, c'est que peut-être qu'il va falloir que tu y ailles en plein milieu de la nuit. Mais sinon, si tu es prêt à comme, changer un peu ta routine de sommeil exceptionnellement, je trouve que c'est un excellent avantage. Dans mes séminaires en musicologie en ce moment, j'ai plein de collègues qui viennent de partout dans le monde. Donc, les échanges qu'on a, c'est juste tellement riche. Puis, je suis vraiment, moi, chamboulée par cette expérience-là. Mais bon, tu sais, pour revenir à ma pratique de la flûte là, et l'instrument, j'ai dit, bon, j'ai mis ça un peu sur pause, mais quand même, je continue juste pour mon intérêt personnel, pour continuer quand même ma formation. Donc, j'ai pris des cours avec Robert Dick, mais j'ai pris des cours à distance via Skype, donc avec mon ordi et tout. Lui était en Allemagne, ensuite il était à New York, puis on continuait à pouvoir se prendre des cours malgré le décollage horaire ou toutes ces choses-là. Ça a bien été, oui, c'est pas les conditions parfaites de OK, on est dans notre petit local ensemble, peu deux, puis on se montre exactement toutes ces choses-là, c'est super précis. Ça reste qu'il y a la distance de l'écran, il y a la distance aussi, on ne peut pas jouer en même temps, mais quand même, niveau pour partager l'information, pour se donner une formation, quoi que ce soit, je trouve que ça fait suffisamment la job. Surtout que c'est temporaire. Pour moi, ces mesures-là ne vont pas rester de manière définitive, là, à vie, etc. Ça va durer quelques temps, puis à un moment donné, ça va finir par s'assouplir, puis bon, en partir, mais ça va laisser un héritage. Puis cet héritage-là, pour moi, est comme génial parce que au grand des derniers mois, j'ai eu énormément de temps pour réfléchir. Je pense que tout le monde a un peu plus de temps que d'habitude. Paradoxalement, ça dépend. Là, la gestion du temps, elle est peut-être plus dure que d'habitude, mais on a quand même concrètement plus de temps. Puis ça donne, tu sais, je me suis mise à réfléchir un peu plus sur toutes les sortes de flûtes et tout, puis je me suis découvert vraiment une passion pour ce qu'on appelle dans le jargon les low flutes. Donc, tout ce qui est comme les flûtes en dessous de la flûte en do traditionnelle qui sonne aiguë. Moi, j'aime des flûtes qui ont un son grave, rond, riche. Donc, ça m'a permis, ce temps-là, de pouvoir comme, un peu plus étudier ces instruments-là et tout. Mais ça reste que c'est une culture qui est très marginale. Donc, c'est difficile pour moi de trouver un prof de flûte basse à Montréal ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est facile de trouver sur Internet des gens qui en jouent, des gens qui en ont fait leur spécialité. Il y a certains compositeurs qui sont, comme je disais, je suis un peu une artiste performer, donc c'est un compositeur aussi qui est aussi flûtiste et tout, Marc-André Delcourt, qui compose pour la flûte contrebasse ou pour d'autres types de flûtes et qui met ses partitions directement accessibles sur Internet. Donc, c'est le genre de choses que je trouve formidables, mais c'est des mesures qui étaient là déjà avant la COVID. Donc, pour moi, ça ne fait pas tant de changements, mais le contexte actuel nous favorise en fait un peu plus à découvrir toutes ces nouvelles alternatives. Pour moi, c'est très riche. Par contre, je dirais que là où il y a un grand mal, c'est le jouer ensemble. J'en ai parlé tantôt, ça reste extrêmement difficile de pouvoir comme jouer ensemble, que ce soit en petite formation musique de chambre ou en grande formation orchestre. Chacun de son bord chez soi sur Zoom, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a toujours comme un décalage. Bon, puis le seul moyen qu'on a pour pouvoir enregistrer un orchestre, ben, c'est de réussir à placer tout le monde dans une salle assez grande pour que tout le monde soit à 2 mètres de distance avec bon, toutes les mesures sanitaires que ça prend et tout. Puis ensuite, de faire un enregistrement. Faire un enregistrement d'un orchestre, ça demande énormément de moyens, ça demande d'avoir des bonnes caméras, ça demande d'avoir quelqu'un qui a l'œil, qui est capable de prendre des images qui vont fitter avec la musique, ce genre de choses-là. Mais ça prend aussi un bon matériel pour enregistrer le son, puis toutes ces choses. Donc, c'est beaucoup de moyens logistiques et je pense que les orchestres qui en souffrent énormément en ce moment, c'est tous les orchestres qui ont comme déjà une moins grande visibilité, tous les orchestres qui sont là pour, on pourrait dire, semi-professionnels ou amateurs. Donc, j'ai joué quand j'étais un peu plus jeune, par exemple, dans l'orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci, puis on était toute une gang de monde qui ne sont pas nécessairement en musique ou des professionnels, mais à chaque semaine, à chaque mardi soir, on se ramassait dans une salle pour répéter avec passion et tout parce qu'on aimait ça puis parce que ça fait du bien. Puis ça, je pense que beaucoup de gens dans la société perdent ça, cette opportunité-là de pouvoir échanger musicalement puis se faire du bien. Donc, c'est quelque chose que je pense même Zoom ne peut pas combler malheureusement. Mais j'espère qu'on va pouvoir retrouver éventuellement. Mais je pense que c'est un petit sacrifice qui vaut la peine d'être fait pour le bien de tous. Là.
Mais en attendant, on peut continuer à s'enregistrer chez soi, à se montrer des petites vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, puis aussi le contexte de pandémie actuelle motive un peu tout le monde on n'a pas le choix d'aller faire des recherches un peu puis de découvrir du contenu sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur toutes ces plateformes-là. Donc, pour moi, c'est une bonne chose aussi. C'est un peu de donnant-donnant, puis tout le monde fait un peu du sien pour réussir à s'en sortir là-dedans. Donc, je vais laisser la parole à Danaï. Merci, Jessica. C'est très intéressant de la façon dont tu illustres les aspects positifs pour toi, justement, qui t'ont amené à développer d'autres ressources, d'autres façons de faire dans ton cheminement. Et en même temps aussi, de dire que c'est temporaire, puisqu'on va y revenir éventuellement, on le souhaite tous, tout le monde, à justement travailler avec des collègues, à collaborer avec des collègues musiciens. Et à la danse, c'est la même chose. Ça m'amène à donner la parole à Dana, qui est avec nous. Elle est directement de Paris, puisqu'elle a fait le choix, comme elle l'expliquait au début de la table ronde, qu'elle demeure à Paris maintenant. Alors, quelle est ta position, Dana, par rapport à tout ça? Donc, c'est sûr que moi, étant diplômée en interprétation en danse, la COVID-19 a complètement changé mes plans, a complètement chamboulé les projets que j'avais après ma graduation. Donc, j'avais cette optique de continuer à me former. Je me sentais pas totalement prête à commencer à faire des auditions et à essayer de trouver un emploi dans une compagnie. Je voulais vraiment d'abord continuer ma formation, faire beaucoup de stages, aller dans des festivals, prendre des cours de maître. Donc ça, c'était vraiment mon plan de base. Donc c'est pour ça que je suis partie à Paris, j'ai fait ce premier stage-là. J'avais l'intention de partir en Israël par la suite. Donc c'est sûr que la COVID a pas tout mis à la poubelle, m'a tout retardé. Et j'ai dû vraiment me revirer sur un 25 cents, comme on dit, m'adapter, retomber sur mes pattes et essayer de m'adapter pour voir comment j'allais gérer cette situation-là. C'est sûr que, comme Jessica le disait, la COVID a amené, nous a amené à trouver des alternatives. Donc, oui, c'est vrai, moi, je trouve que Instagram, Zoom, les cours en ligne, c'est une ouverture au monde incroyable. J'aurais jamais pensé pouvoir prendre un cours de Gaga avec Ohad Naharin en Israël, par exemple. C'est des opportunités d'apprentissage qui sont vraiment hors du commun. Puis c'est, comme elle disait, très enrichissant parce que tu apprends des maîtres, des personnes qui ont vraiment développé différentes techniques. Donc, les cours en ligne, je trouve que c'est vraiment ça a été une force de notre adaptation à la situation. Puis, c'est sûr que j'en ai profité le plus possible vu que ça allait aussi avec mon désir de continuer à me former. J'ai quand même eu la chance ici à Paris de pouvoir continuer à prendre des cours. Donc, il y a un endroit qui s'appelle la Ménagerie de Verre à Paris qui offrait un training quotidien du danseur, un peu comme des entraînements réguliers pour nous garder en forme. Donc, à ce moment-là, j'ai pu continuer à prendre des ateliers. C'est sûr que les jours sont limités et c'est vraiment le seul établissement à Paris qui est ouvert. Donc, tout le monde se jette dessus, tout le monde veut s'inscrire. Donc, c'est un peu la course pour l'or qui arrive en premier, qui s'inscrit en premier. Donc, voilà, j'ai dû un peu m'adapter par rapport à ça. Sinon, je crois vraiment que le fait qu'on doive s'adapter à des technologies numériques, à des outils numériques, ça élargit notre champ de compétences. Donc, moi, personnellement, je n'aurais pas nécessairement pensé m'intéresser à cette approche-là parce que je suis un peu une puriste, extrémiste des arts vivants. J'adore la présence du public, un peu comme Francis. Je ne me vois pas danser devant la caméra. Je trouve que j'ai vraiment besoin de ce partage entre le public et la scène, les interprètes, qui font en sorte que c'est vraiment l'art vivant et dans sa pureté. Et donc, le fait que j'ai dû m'adapter, par exemple, pour le spectacle de fin d'année de l'UQAM, on a dû adapter la dernière performance en vidéo danse.
c'est sûr qu'on était satisfait du résultat. Ça nous a mis hors de notre zone de confort. On a pu montrer quand même à nos familles, à nos amis, aux gens sur Instagram, aux gens sur Facebook, ce qu'on avait fait et l'œuvre qu'on avait développée au fil de la dernière session de mon bac. Mais c'est sûr que c'est incomparable par rapport à la pièce en soi qu'on avait créée. Puis je pense justement, ça me manque un peu ce partage entre le public et l'interprète, parce que ça reste une expérience sensorielle complète. On est là pour le public est là pour nous, puis il y a des interactions. On veut amener le public à réagir, à vivre des émotions, puis ça aussi, ça vient nous enrichir, puis ça vient voilà. Merci, Dana. Excuse-moi, merci. En fait, ce que je comprends, c'est que tu profites de cette pause, qui est une pause forcée, en fait, pour aller beaucoup plus dans un perfectionnement. Oui. Pour justement, un peu comme Francis, dans l'attente de lorsque ça va revenir ou l'opportunité va être en place, de pouvoir échanger avec l'audience, de pouvoir justement danser avec d'autres partenaires. Donc, c'est un petit peu comme une période un peu d'attente, mais tu en profites quand même pour ne pas perdre ce temps précieux et d'utiliser toutes les technologies en place pour pouvoir profiter de ce temps-là pour te perfectionner, bien évidemment. J'en reviens, tu as mentionné une chose très, très spéciale, c'est-à-dire que j'aimerais aussi que les autres réagissent là-dessus. C'est par rapport au fait que justement, où actuellement, il y a l'investissement et le désinvestissement un peu du corps par rapport dans les arts vivants, par rapport à notre auditoire. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu, il faut tout changer, nos paramètres en tant qu'artiste, mais même en tant que spectateur aussi, parce que tu as mentionné que tu n'es pas tout à fait, encline à dire, ben, je vais présenter ma danse et ça va être comme devant un écran, puis c'est ce qui va être diffusé. On avait ça un peu canné comme tel, même si maintenant il y a des technologies qui sont beaucoup plus évolutives et qui permettent des interactions. Mais ceci dit, c'est que c'est totalement un rapport différent. Totalement un rapport différent. Je ne sais pas ce que j'aimerais que est-ce que tu peux réagir là-dessus, William? Oui, vraiment. En fait, l'affaire par rapport à ça, c'est que le théâtre a un cadre de scène, mais ce n'est pas un cadre écranique. Puis l'écran cadre le regard d'une manière que le théâtre ne fait pas. Donc, en partant, il y a quelque chose qui se ramasse corrompu ou amputé d'une certaine manière du moment où on fait ce passage-là, cette transition-là. Puis il est vrai aussi que dans cette relation-là, j'ai vu dans les commentaires aussi le commentaire de Fabienne sur le rapport au présentiel, finalement, de cette relation-là entre le fait de faire l'activité du faire des performants, l'activité du voir des spectateurs. Ça se passe vraiment en présentiel. Puis des fois, c'est que ça implique des données sensorielles qui ne sont pas transposables dans le numérique. Par exemple, j'ai travaillé sur un show qui s'appelle Lamelle, qui a été fait par Cédric Delande-Bouchard, qui était au départ le fruit d'une recherche-création à la maîtrise en théâtre, puis qui a été diffusé par la suite à Ottawa, à la Nouvelle Scène des Jardins, puis à l'Usine C à Montréal. Puis dans ce show-là, le principe, c'était qu'on avait une ligne de l'écho placée en douche, donc une ligne de lumière placée en douche qui faisait toute la largeur de la scène. Ces lumières-là étaient allumées à 4% d'intensité, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment un éclairage minimal, si minime en fait que les spectateurs en salle en viennent quasiment à halluciner des mouvements qui ne sont pas là. Tu sais. Mais ça, tu ne peux pas faire ça à l'écran. Les rediffusions, les captations s'accommodent très mal de la noirceur et des ténèbres. Puis tout ce que ça donne, généralement, c'est une série de gros pixels ignobles. Donc ça, c'est le genre d'affaire qui fait que c'est plus compliqué de transposer des œuvres qui sont faites pour être vécues sur place
dans un lieu, dans une relation de coprésence. Finalement, le terme de coprésence est bien en mode dans les études théâtrales, mais c'est pas pour rien, tu sais. C'est le genre d'affaire qui nous fait un peu questionner quand Philippe Auslander va dire, par exemple, que ben non, le live, c'est pas une donnée spécifique aux arts vivants. On en retrouve aussi à la télé, on en retrouve aussi dans ta. Oui, d'accord, mais quand les arts dits vivants ou les arts dits performatifs cessent de l'être parce qu'ils sont rediffusés sur numérique ou ont la possibilité d'être vus selon d'autres modalités de visionnement que celles pour lesquelles elles ont été envisagées, ben là, c'est plus le même art finalement, c'est autre chose. Le théâtre, ça devient du cinéma, à ce moment-là, ça devient de la télévision, mais c'est plus du théâtre. Tu sais, si je me réfère, ou sinon, quand j'étais allé voir le site de Francis, ce que je voyais, c'est un rapport aux matériaux, aux matières, aux objets qui me semblait vraiment ultra central, pertinent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça sur un écran? Ça se peut pas, ça marche pas. Ça se perd, tu sais. On a besoin, comme spectateur, d'être en présence de ces objets-là, d'être en relation avec ces objets-là. Puis l'écran, c'est une surface, c'est pas un volume. Donc, Oui, c'est vrai, c'est c'est très vrai ce que tu dis. Francis, si tu veux réagir justement. Oui, en fait, juste pour aller dans la même direction, moi, en tout cas, en tant qu'artiste qui vivait en fait que de prestations, c'est sûr que la COVID est venue vraiment chambouler, c'est venu supprimer l'humain, là. C'est venu supprimer toutes les émotions qu'on peut avoir, disons, lors d'une performance pour laisser aujourd'hui parler la machine, finalement. Donc, c'est sûr que, tu sais, on se pose cette question-là parce que en ligne, quand on voit, disons, des performances qui sont mises, qui sont déposées en ligne, mais c'est qu'on assiste à des performances qui sont comme un peu vidéoclips, des performances qui sont montées, qui sont diffusées par fragments ou des performances écourtées. Parce que là, on a perdu, en fait, le côté éphémère, toute l'intégralité du temps qui faisait qu'en fait, on pouvait voir émerger les émotions, les attendre, puis tout. Donc, le temps, en fait, avec toute sa présence, toutes ses longueurs, ben, ça n'existe plus un petit peu en numérique. Parce que là, la mise en ligne de la performance a comme coupé le souffle du temps. Donc, on prend plus le temps. Donc, on n'a plus cette marge du temps-là. Et puis, ben, c'est sûr que moi, quand que j'y aille le voir, disons, si je vais voir une performance ou quelque chose qui a été mis lors d'un festival, c'est sûr que si j'ai le choix, mais qu'est-ce qui est vraiment navrant, c'est que je vais prendre mon curseur, puis je vais avancer la performance, puis finalement, à la place de regarder les 10 minutes, je vais peut-être finalement l'écouter en 1 minute ou moins. Hein. Donc, tu sais, en fait, moi, c'est plus quelle est la stratégie, en fait, pour inciter le public, pour inciter, en fait, tout l'événementiel à regarder de manière intégrale une performance. Ça serait comme vraiment ma question première. Puis, sinon, si on n'a pas d'autres stratégies, en fait, est-ce que la performance est réduite à un art qui est juste une mise en ligne? C'est la question que je me pose présentement parce que je vais faire une performance en souterrain dans 1 mois. Puis là, étant donné qu'on travaille toujours tout seul, je me suis dit, ben, je vais travailler avec des gens. Fait que j'ai invité 7 de mes anciens étudiants à développer quelque chose avec moi. Mais il faut un espace qui est immense parce que là, si je veux respecter en fait les règles gouvernementales de 2 mètres de distance, mais c'est sûr que ça prend d'autres ampleurs et tout. Mais bon, on va voir. On est en train de trouver des solutions avec tout ça, mais le résultat va être quand même juste en ligne et je vais performer juste pour un œil, celui de la caméra. Il y a une question qui est posée par Mme Boudreau. Donc, c'est une question très générale. Je la lance. Vous pourrez répondre à votre choix, là, on pourra dire.
Croyez-vous que la situation présente peut changer le visage des arts tel que nous l'avons connu dans le passé avant la pandémie, pour faire place à des arts plus technologisés dans le futur et de façon permanente, dans le sens où les artistes souvent vont créer par rapport à leurs expériences de vie. Il y a comme tout des fondements de certaines, comment dire, disciplines artistiques, on entend la performance, ça va changer, les paramètres vont changer à la lumière de ce que tu expliques. Pouvez-vous réagir à ça que sur un long terme, ça risque de justement, de votre point de vue, comment vous voyez tous ces changements-là puisque vous les vivez et vous avez une opinion là-dessus? Dana? Ouais, ben, je crois, comme n'importe quel courant artistique, on est en train de vivre un changement. Ça va probablement mener à un tout nouveau courant qui mélange technologie, outils numériques, art, voilà, art en ligne. Et je crois qu'autant il y en a qui vont adhérer à ce courant-là, autant il y en a certains qui vont aller à contre-courant, comme Francis, comme moi, comme des personnes qui veulent rester encore dans des projets où le public est là en présentiel, où il y a ce partage humain. Donc oui, certainement, ça va changer pour certaines personnes leur approche, leur parcours et leur démarche. Et ça va être tout aussi enrichissant parce que, bon, ça va être encore un partage entre tout le monde. Et voilà. Moi, je crois sincèrement que oui, que ça va changer. Après, chacun choisit s'il y adhère ou pas. Et ça reste aussi selon son cheminement et les possibilités qui sont offertes aussi pour chacun, absolument. Quelqu'un d'autre peut réagir sur cette... Oui, vas-y, Jessica. Je pense qu'on a tout envie de réagir sur ces questions-là. Ben, rapidement, j'aimerais juste nuancer un peu tout ça. Je pense qu'il faut vraiment nuancer, puis il ne faut pas du tout penser en termes de c'est blanc ou c'est noir. J'ai l'impression que, surtout depuis les dernières décennies, on essaie toujours de mélanger un peu, puis d'arriver vers des teintes plus de grise, donc un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis voilà, on fait des beaux petits mix-pots ensemble. C'est un peu ça qui se passe, en fait, dans les arts en ce moment, parce que, oui, c'est extrêmement regrettable, dans le sens qu'en ce moment, il y a une énorme distance entre les artistes, leur public, puis la possibilité de pouvoir créer des choses. En musique contemporaine, on a un courant qui s'appelle la spatialisation. Donc, ça implique de mettre des musiciens, de les disperser un peu partout dans une salle, puis de les faire bouger là-dedans, tu sais. Donc, la musique, pour l'auditeur qui, lui, reste en place, reste assis sur son siège, mais la musique, elle se déplace. La flûte qui, tantôt, était là-bas, ben, rendue derrière toi à un moment donné et tout ça te crée des réactions à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ta compréhension de cette musique-là et de ton expérience aussi esthétique et artistique. Si en ce moment, c'est peut-être plus difficile de faire de la création avec la spatialisation, ce genre de choses-là, mais il y a quand même d'autres portes qui sont ouvertes pour d'autres types de musique ou d'autres manières de créer. En musique aussi, on a un avantage. La musique, premièrement, vient d'une tradition où, en fait, tu écoutes avec tes oreilles et non avec tes yeux. Aujourd'hui, depuis peut-être 20, 40 ans, on commence vraiment à attribuer une importance à la sphère visuelle. Donc, c'est important. On voit de plus en plus de performances musicales qui sont comme, qui font appel aussi en même temps à une performance visuelle, ce genre de choses-là. Puis, pour le milieu musical, la création musicale, selon moi, c'est un avantage de pouvoir un peu banaliser les présentations en numérique, ce genre de choses-là, puis enlever le tabou qu'il y a là-dessus, qu'écouter une musique juste en numérique, ça crée vraiment un mur, quoi que ce soit. Je pense pas. Je pense que oui, tu sais, c'est un autre contexte. C'est clair que quand on va dans une salle de concert, ben là, c'est officiel. Tu es dans une salle, il se passe quelque chose et tout. Puis en plus, mais il y a tout le travail de la salle elle-même et tout. Mais quand tu es chez toi, ça permet aussi d'avoir une expérience esthétique puis artistique qui est aussi belle. Sinon, l'enregistrement qui est là depuis 100 ans, ça n'aurait aucune pertinence aujourd'hui. Pourtant, plein de monde écoute encore. Depuis le début de la pandémie, on a vu les gens se ruer sur des vinyles. Donc, on a comme un retour au passé par ce genre de choses-là. On cherche encore cette espèce d'expérience-là de concert que le vinyle peut nous donner parce que, bon, on sait comment ça fonctionne, l'enregistrement d'un vinyle où la musique est enregistrée directement, là. Mais on trouve aussi, pour moi, il y a vraiment plein de bonnes choses là-dedans,
Mais aussi, ce que je veux dire, avec les réseaux sociaux, je pense qu'il faut comprendre que c'est peut-être pas des plateformes de diffusion d'art savant classique, etc. Puis je pense que la formule des réseaux sociaux, depuis des années, c'est comme ça. On présente une publication qui est extrêmement courte où on se rend compte aussi, c'est un problème juste général d'un point de vue sociologique avec les réseaux sociaux, que le contenu qui est publié sur Facebook ou sur Instagram, bien, s'il n'y a pas une photo avec, la plupart des gens ne le liront pas. Puis, donc, c'est clair que quand on commence à se servir de ces plateformes-là, qui ont déjà un rôle, qui ont déjà un paradigme propre pour diffuser de l'art savant, quand ces plateformes-là avaient comme peut-être pas comme but premier cette diffusion-là et tout, ben là, il y a peut-être une tension puis une incohérence. Mais je pense qu'il faut comprendre aussi des raisons de cette expression-là, de ces incohérences-là et tout ça. Je pense que, moi, je pense qu'il faut vraiment comme, nuancer un peu tout ça. Mais par contre, je conseille que pour mes collègues qui sont plus dans les arts vivants, le théâtre et la danse, c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce que vous êtes vraiment habitués. Pour vous, la dimension de travailler directement avec le public, c'est quelque chose qui est là dans la tradition. Tandis qu'en musique, ça nous donne comme un plus, si on veut, ou un moins pour certains puristes. Parce qu'on peut enfin détabouser, je ne sais pas comment le dire, mais on peut enfin enlever le tabou que la sphère visuelle est peut-être quelque chose de non pertinent pour la musique, mais on se rend compte que finalement, bien, ça peut très bien aller ensemble, puis c'est beau comme ça aussi. Comme c'est beau qu'il y a de la musique juste pour les oreilles, puis ce genre de choses-là. Mais je pense que comme dans les arts de théâtre, de danse et tout, ça va vous amener peut-être à réfléchir à une autre manière aussi de créer. Un peu comme quand la photographie est arrivée, ben, la peinture a dû se repenser. Le peindre des tableaux, quoi que ce soit, ça avait comme plus le même rôle parce que la photo venait remplacer un peu tout ça. Donc, la peinture a dû se réinventer. Puis, c'est peut-être un peu une problématique que le théâtre a en ce moment, qui doit peut-être réfléchir. Puis, peut-être que l'arrivée du cinéma, ben, ça vous a sauvé un peu. Puis, je ne sais pas parce que je ne suis pas en théâtre, donc j'ouvre aussi, je renvoie une question là-dessus. Est-ce que vous avez peut-être vous avez négligé d'anticiper que cette chose-là pouvait arriver, puis que maintenant, effectivement, dans une société qui se technologise et qui va continuer là-dedans, en fait, on ne peut pas y échapper. Comment est-ce que vous allez vous réinventer? Parce que ça devient comme criant en ce moment. Mais je pense qu'il y a une manière de faire du théâtre, probablement encore, de rester dans une essence théâtrale et tout, tout en continuant à faire cet art-là, que ce soit numérique ou en présentiel. Je vois que Francis souhaiterait réagir. Malheureusement, on va manquer de temps. Il est déjà presque 5 heures. Ça va rapidement. Je pense qu'on aurait besoin d'une autre table ronde pour poursuivre ce sujet-là. Parce qu'en fait, moi, je le conçois beaucoup plus comme une adaptation des disciplines, justement dans ce contexte-là, parce que dans le temps qui nous est donné, on ne pourra pas. En tout cas, c'est un grand défi de renouveler toutes les disciplines comme telles. Dans le comparatif que tu fais par rapport à la photographie et la peinture, c'est-à-dire que nos disciplines sont fondamentales, ont des fondements et avec des rapports différents au public, mais c'est assez intéressant en fait. Je suis très heureuse, cette table ronde nous permet justement d'avoir des points de vue qui sont très positifs aussi, mais aussi de se rendre compte des grandes contraintes qui ne sont pas les mêmes d'une discipline à l'autre par les médiums de communication, justement, dont parlait William tout à l'heure. Alors, écoutez, je pense que c'est le temps dont on dispose. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé à notre table ronde et en espérant que vous allez vous revoir très, très bientôt justement avec vos projets artistiques et tout, et vous suivre. En tout cas, moi, je vais vous suivre ardemment dans vos projets. Je remercie beaucoup. Donc, voilà, je remercie les gens qui étaient en ligne avec nous. Et ça a été un échange très fructueux par rapport à justement comment on se situe avec ce monstre-là qui atteint le corps humain de façon assez drastique. J'aimerais remercier bien évidemment Chloé Stouvenel, qui est coordonnatrice au Bureau des diplômés, et également Maë Ustaros, qui est chargée des communications et de promotion à la Faculté des Arts pour assurer la tenue de ces tables rondes-là. Donc voilà, on se termine là-dessus. Merci beaucoup à tous. Et puis, suivez la prochaine table ronde qui va vraisemblablement avoir lieu dans quelques mois. Donc, merci à vous tous.